Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous à 14 heures ce 25 mars 2021 pour parler d'expérience collaborateur. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Vous avez été plus de 380 inscrits, me semble-t-il, à cette visioconférence. Donc je suis particulièrement ravi de pouvoir vous accueillir, d'autant plus que ça se situe dans une journée dédiée à ce thème de l'expérience collaborateur, un 24 heures RH que nous organisons dans le cadre de Parlons RH, dont je suis le dirigeant fondateur et je vais vous en parler dans quelques minutes, mais pas longtemps. On abordera tout de suite les résultats du baromètre. Parlons RH en deux mots, en trois mots et même en quatre activités. C'est une agence conseil qui est dédiée à l'univers RH, aux ressources humaines et au management. Nous avons quatre activités. Je vais les balayer très rapidement avant d'attaquer le vif du sujet. C'est d'abord une agence éditoriale pour les prestataires RH. On fait du content marketing, on produit du contenu pour éditorialiser une promesse au marché. On fait la même chose pour les DRH d'ailleurs, notamment pour les sites carrières. On a une forte expertise en social media puisqu'on fait du conseil, de la formation, de diagnostic et puis surtout on prend à notre charge votre animation sur les réseaux sociaux, c'est l'activité social media. Troisième activité, une activité de conseil en marketing RH et plus précisément en marque employeur. Et enfin, une activité sur laquelle on est souvent le plus identifié, c'est Parlons RH, le média. Et on est très content du succès que nous rencontrons. On fait 1,5 million de pages vues et on anime une communauté de professionnels RH de plus de 200 000 contacts sur les réseaux sociaux. On est ainsi le premier média RH sur LinkedIn avec 118 000 abonnés. Voilà pour, je dirais, rapidement les présentations. Alors maintenant, quel va être, je dirais, l'agenda de cette visioconférence? D'une part, elle durera 45 minutes, maintenant plus que 43. Je vous présenterai bien sûr les résultats, et ça c'est l'élément essentiel de cette première étape, si je dirais les résultats, les principaux résultats de l'édition 2021. On va voir l'échantillon et puis bien sûr le sujet de ce baromètre, le sujet spécifique de ce baromètre. Et puis dans un deuxième temps, on prendra évidemment tous les retours d'expérience, vos questions, les réponses je pourrais y rapporter. Mais je compte beaucoup sur vous qui êtes présents et qui êtes en ligne pour, dès le début de mon introduction, quand vous le souhaitez, poser des questions, faire vos remarques, émettre vos commentaires. On est là dans une dynamique d'échange, on s'appelle Parlons RH et donc j'espère qu'on va, même si vous ne pouvez pas utiliser la voix, on pourra rentrer dans une forme de discussion entre nous sur cette thématique à la fois à la mode et à la fois moderne de l'expérience collaborateur. Commençons tout de suite par le baromètre. Pour vous dire, c'est une étude barométrique par définition, c'est donc une étude annuelle qui cherche à évaluer, à analyser, à mesurer l'évolution de la pratique d'expérience collaborateur sur le marché français, auprès des entreprises françaises et des fonctions RH en France. Ce baromètre existe depuis 2018 et puis vous voyez un peu son évolution, c'est-à-dire que chaque année on pose un certain nombre de questions, ou tous les 2 ans, toujours les mêmes, pour voir l'évolution. Et puis on a aussi chaque année des spécificités, une approche particulière d'un certain nombre de thèmes. Plutôt en 2018, on était sur l'appréhension du concept. Est-ce que c'était une tendance de fond ou un effet de mode? En 2019, on était sur le lien entre l'expérience collaborateur et l'ensemble des démarches de marketing RH. Et on a analysé plus spécifiquement quelles étaient les pratiques RH et les populations ciblées par une démarche d'expérience collaborateur. En 2020, on a regardé les leviers du succès d'une démarche d'expérience collaborateur dans les entreprises qui nous disaient avoir performé, si je puis utiliser cet anglicisme, sur ce sujet, ou au contraire, on a regardé aussi les freins qui limitaient le déploiement d'une démarche en la matière. Et puis en 2021, on n'écoute pas quel est l'impact, quels sont les impacts de la crise sur la démarche d'expérience collaborateur, et bien sûr, quel est le rôle de l'expérience collaborateur pour éventuellement passer la crise. Est-ce que c'est un facilitateur ou pas? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quels sont les résultats principaux de ce baromètre 2021? Alors, je voudrais d'abord remercier chaleureusement nos 6 partenaires sur cette édition 2021. Sans ces partenaires, cette édition n'existerait pas. On ne pourrait pas vous la mettre en ligne téléchargeable gracieusement. Donc, merci à ces 6 partenaires, Groupe Crédit Agricole SA, la société SD Works en France, UKG, qui avait une conférence ce matin, les Petits Chapeaux Rouges, Cornerstone et KPAM RH, qui avaient également une conférence ce matin. Derrière ces logos et ces marques,
Il y a bien sûr des personnes et je voudrais aussi les remercier. Je remercie donc Anne, Jean-Marie, Guezet, Sacha, Corinne et Frédéric. Je les remercie très chaleureusement de leur concours à ce baromètre, de leurs remarques constructives qui nous permettent de toujours avancer pour mieux analyser la démarche. Merci à eux. Concernant l'échantillon de ce baromètre, de ce 4e baromètre, alors je précise juste que dans le baromètre, je ne vais pas faire l'exhaustivité des résultats de ce baromètre qui sont extrêmement nombreux en fait, puisque toutes les questions peuvent être triées par taille, par secteur d'activité, par nature de répondant, et puis on va le voir par degré de maturité de pratique. Donc vous avez beaucoup de résultats, je vais essayer de me focaliser sur l'essentiel des 2 ou 3 enseignements de ce baromètre, mais en présentant quand même un certain nombre de résultats. Au préalable, je voudrais vous dire que l'échantillon on se fonde sur 118 réponses, et l'échantillon est pour nous représentatif de la fonction RH. 2/3 des répondants sont dans la fonction RH, 22%, un petit quart, sont des prestataires RH, et pour apporter parfois un autre regard sur un certain nombre de questions, et 12% sont autres. Ce sont des salariés qui ne sont pas dans la fonction RH et pas chez des prestataires. Ce sont des professeurs universitaires, des blogueurs, des influenceurs, des journalistes, des étudiants, pour résumer les 10%. Et quand je dis que c'est représentatif de la fonction RH, vous voyez qu'on a en fait une forme de corrélation de l'échantillon en fonction du degré de la représentation, en tout cas, de la fonction RH dans les entreprises en France. On n'est pas très présent sur les TPE-PME. Or, en France, majoritairement, le tissu économique est constitué de TPE-PME. Je rappelle que 99,8% des entreprises en France ont moins de 250 salariés. Donc 99,8%, nous, c'est 40% de l'échantillon. On est plutôt positionné sur les grandes entreprises, sur les entreprises de plus de 1000 salariés, et notamment les entreprises de plus de 5000 salariés. Voilà l'échantillon, ça s'est fondé sur une enquête entre le 12 octobre et le 11 décembre 2020. Donc ça intègre bien, on va dire, les 2 premiers confinements, les premiers éléments de la crise sanitaire que nous vivons encore aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions pendant mon propos, on n'est pas obligé de faire 2 séquences, je parle et vous posez des questions. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je suis là pour ça et je ne garantis pas d'avoir la réponse à toutes vos questions, bien évidemment. Alors, quel est le premier enseignement qu'on peut tirer de ce baromètre 2021 ? Le premier, c'est qu'on a une pratique de l'expérience collaborateur qui est en très forte progression. Plus 18 points en 2 ans. On passe ainsi de 25% en 2019 des entreprises qui ont déployé ou initialisé une pratique RH d'expérience collaborateur à 43% en 2021. 43% en 2021, la progression est plus que notable, elle est remarquable. On avait titré notre baromètre en 2020, l'année du décollage, point d'interrogation. Donc je vous confirme en 2021 que c'est l'année de la très forte progression, point d'exclamation. On peut rajouter à cela, à cette dynamique de progression très soutenue, que 70% de ceux qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur, alors vous voyez qu'en 2021, il y en a 43% qui pratiquent l'expérience collaborateur, donc par extension, 57% ne pratiquent pas l'expérience collaborateur, c'est quand même la majorité, hein, disons-le. Et bien, 70% de ces 57%, excusez-moi, je restitue des chiffres, envisagent de le faire à court ou moyen terme. Donc on est vraiment aussi sur une dynamique de progression, en tout cas une volonté de progression auprès de ceux qui ne le pratiquent pas. Donc, les entreprises pratiquent de plus en plus, et elles le pratiquent souvent des grandes entreprises vers les moyennes vers les ETI vers les PME vers les TPE. Il y a une forme de mimétisme entrepreneurial qui vient plutôt des grandes organisations et qui se propage, qui se diffuse vers les entreprises de plus petite taille. Plutôt ça la logique de propagation, si je puis dire, de la démarche d'expérience collaborateur. Premier enseignement, une pratique de l'expérience collaborateur qui est en forte progression. On a évidemment des objectifs qui sont liés à la démarche, qui s'ajustent au regard de la crise sanitaire que nous vivons, mais qui s'ajustent qu'à la marge. En fait, vous avez à gauche les objectifs principaux de l'expérience collaborateur. On a comparé le podium des objectifs entre 2020 et 2021, donc uniquement les 3 premiers objectifs cités par les répondants. Vous voyez qu'on est quasiment égal sur 2020-2021 sur le fait de renforcer l'expérience collaborateur, renforcer l'engagement des collaborateurs. Voilà le premier objectif, indiscutablement loin devant les autres, bien
devant des autres, c'est le premier objectif. La médaille d'or, si je puis dire. La médaille d'argent reste la même, améliorer la performance globale de l'organisation. C'est ce à quoi concourt l'expérience collaborateur, hein, améliorer la performance globale de l'organisation. Et enfin, on voit qu'il y a un peu un switch d'objectifs entre 2020 et 2021. On avait en 2020 favorisé l'attractivité de l'entreprise, autrement dit, renforcer l'efficacité de son recrutement. On voit que cet objectif, en fait, il est passé en 4e en 2021, ça va, il perd qu'une place. Et en revanche, il y a une place qui était en 4e en 2020 et qui passe en 3e position, qui est améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, améliorer la QVT. Donc il y a juste un petit switch entre QVT et attractivité, qui évidemment, au regard du contexte dans lequel on se situe, se justifie pleinement. L'autre élément, puisqu'on a focalisé sur l'impact de la crise et le rôle de l'expérience collaborateur dans la crise, on a évidemment posé la question. Alors vous avez dans le baromètre vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'analyses sur le sujet. Je me limiterai juste à ce point important, qui est évidemment l'expérience collaborateur est un atout face à la crise. C'est pas moi qui l'affirme, c'est le résultat du baromètre. 82% des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, hein, donc pas la majorité, mais 82% de ceux qui pratiquent l'expérience collaborateur estiment que leur démarche d'expérience collaborateur leur a été utile pendant la crise. Donc c'est particulièrement notable et vous avez le détail dans le baromètre. Donc évidemment, le fait d'avoir une démarche d'expérience collaborateur et avant la crise, plus elle est installée avant la crise, plus elle est ancienne, plus elle a été un atout pour passer cette crise, même si on est encore dedans, malheureusement. On a alors j'ai cliqué, mais je ne sais pas. Voilà, petit. Donc j'attends que la présentation change. Ça serait dommage si elle ne pouvait pas changer. Ah. Voilà, il n'y a pas de webinar sans petit bug technique, mais je n'arrive pas à changer la présentation. Je n'arrive pas à changer le slide. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Il ne veut pas changer. Ça va être un peu compliqué quand on veut restituer des chiffres de pouvoir vous faire part. Alors, ça semble revenir à Non, là, ça ne marche toujours pas. En fait, je peux essayer avec une autre. Donc là, c'est pas moi qui mets le. Voilà, donc on n'est pas sur ce slide-là, on n'est pas sur celui-là. Voilà. Donc ça repart toujours à la première. Alors, en attendant qu'on arrive sur le slide sur la maturité des pratiques, en fait, je vais essayer de faire comme à la radio, c'est-à-dire de compléter le temps en attendant qu'on ait le bon support. Pour vous dire que chacune des réponses, en fait, on a regardé et ça il semblait se dégager 4 populations. Merci, stop. Voilà, parfait. Merci beaucoup à la régie de cette aide. En revanche, je vais juste vérifier que ça marche pour pouvoir changer de slide. Non, ça marche pas, donc je vais vous demander juste à la régie de rester disponible pour pouvoir changer de slide à mon go ou à mon top. Je m'excuse parce qu'il y a quand même pas mal de slides encore à passer. Il y en a encore 8. Donc, ce que je disais, pardon, c'est que l'ensemble des réponses nous a semblé dessiner des populations très différentes en fonction de leur degré de maturité de pratique de l'expérience collaborateur. Donc, on a regardé l'ensemble des réponses en fonction de 4 types de pratiques. D'une part, ceux qui étaient réfractaires, c'est la partie gauche que vous avez sur cette slide. La partie gauche, c'est les réfractaires, les non-pratiquants de l'expérience collaborateur, mais quand on dit réfractaire, c'est qu'ils ne pratiquent pas et qu'ils ne veulent pas pratiquer. Voilà ce qu'est les réfractaires. On a regardé les sympathisants. Les sympathisants, c'est les non-pratiquants, mais qui aimeraient bien pratiquer, mais qui ne pratiquent pas. En gros, les non-pratiquants, c'est 57%. Et puis, vous avez les pratiquants récents et les pratiquants confirmés, ça, c'est 43%. Et les pratiquants récents et les pratiquants confirmés, on les a appelés les EX Players. Voilà, on a regardé l'ensemble des réponses à nos questions selon ce prisme-là pour voir ce que ça donnait. Et là, si on peut changer cela, je vérifie si ça marche. Ah non, ça ne marche pas, mais voilà, merci. Donc, on a regardé l'ensemble des réponses avec ce prisme de degré de maturité des pratiques. Alors, premier constat, c'est qu'il y a une corrélation, mais parfaite, entre la maturité des pratiques RH pré-crise et les pratiques d'expérience collaborateur. Vous avez ici un exemple. Alors, en vert,
en vert à gauche, vous avez les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur depuis plus de 3 ans. Vous avez en bleu foncé les pratiquants de l'expérience collaborateur, en je ne sais pas quelle couleur, gris clair, ceux qui souhaiteraient pratiquer l'expérience collaborateur, et sur la droite, vous avez les réfractaires. Et vous voyez une corrélation parfaite avec une courbe parfaite sur le télétravail. Vous avez une grande différence. 72% des entreprises qui pratiquaient l'expérience collaborateur depuis 3 ans pratiquaient le télétravail pour uniquement 26% des réfractaires. On a évidemment regardé aussi le flex office, 54% versus 11%, mais vous voyez la progressivité. Et les réunions à distance, 72% versus 37%. Donc il y a une vraie corrélation et puis d'une certaine manière une vraie opposition entre ceux qui pratiquent l'expérience collaborateur et les réunions à distance. Et pardon, ceux qui pratiquent l'expérience. Ça c'est le bug technique qui me perturbe un peu, mais entre les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur depuis 3 ans et les réfractaires. Il y a bien sûr dans le baromètre d'autres questions. On ne limite pas les pratiques RH à ces 3 exemples-là. Mais vous voyez qu'il y a une corrélation parfaite entre les pratiques ou la maturité de pratiques RH et d'hybridation de l'organisation du temps de travail notamment, avant la crise, c'est bien avant la crise, hein, et les pratiques d'expérience collaborative. Si on peut changer dans le slide, ça serait parfait. On a évidemment regardé d'autres sujets, et donc notamment le déploiement du télétravail et le maintien du lien social. Donc, vous avez à gauche les réponses au déploiement du télétravail. Est-ce que c'est facile ou pas, ou très facile ou facile? Et à droite, le maintien du lien social. Qu'est-ce qu'on constate? On va juste regarder, comparer en fait la ligne d'en haut et la ligne d'en dessous. 97%, on va dire que presque la majorité absolue, c'est la majorité absolue, mais presque l'unanimité des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur depuis plus de 3 ans ont trouvé très facile ou assez facile de déployer le télétravail. Et c'est que, je mets un que entre guillemets évidemment, 75%, mais c'est quand même 25 points de moins pour les entreprises qui sont réfractaires. Sur le maintien du lien social, la différence est encore plus flagrante. 80% ont trouvé ça très facile ou assez facile pour les entreprises qui pratiquaient l'expérience collaborateur, versus 50%, et vous voyez que 7% de très facile, hein, 50% des entreprises qui sont réfractaires. Donc là, on voit bien se dessiner aussi 2 démarches, 2 types d'appréhension, tant du télétravail que du lien social. Si on peut changer de slide, ce serait parfait. Merci beaucoup. On a évidemment poursuivi cette analyse sur d'autres questions, et notamment sur le suivi des perceptions des salariés. Comment est-ce qu'ils étaient appréhendés par ces 2 types d'entreprises? Ce qu'on peut constater, c'est que le souci des perceptions des salariés est beaucoup moins actif et moins organisé chez les réfractaires, dans les entreprises réfractaires. 91%, c'est le chiffre que vous avez au milieu, des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur ont mis en place des mesures pour évaluer la façon dont les collaborateurs vivaient la situation. En fait, ils étaient soucieux de savoir comment le corps social vivait les choses, quelles étaient leurs perceptions. Et donc 50% avec des outils et des procédures dédiées. Alors, donc la majorité, et puis 91%. Donc ça me soucie. Vous avez que 15% des entreprises réfractaires qui s'appuient sur des solutions et des procédures pour faire la même chose, et que 54% qui sont soucieux d'appréhender ce sujet des perceptions. C'est quand même, là aussi, encore une fois, je pointe un écart très fort de pratique. Si on peut passer à la 8e slide, enfin la 8 sur 12, question sur la résilience. Mot qu'on utilise à tort et à travers, donc on ne l'a pas forcément utilisé comme ça, mais on a dit, à l'issue du confinement, votre entreprise a-t-elle apporté des changements à l'organisation du travail? Voilà la question qui a été posée. Alors, à 87%, la réponse est oui, et 38% de façon certaine pour les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur. Vous voyez que le chiffre est fort. 67% et que 26% pour les entreprises réfractaires. Vous voyez là encore un écart de 27 points extrêmement important entre les entreprises réfractaires et les entreprises dites EX Players. Je vois les questions et c'est très bien, et je vais les prendre juste après. Je vous propose de finir juste ce propos-là, et puis je prendrai évidemment toutes les questions. Donc n'hésitez pas à continuer à en poser. C'est pas parce que je n'y réponds pas pour l'instant que je n'y accorde pas d'intérêt, bien au contraire. Si on peut avoir la slide 9, ça serait parfait. Merci. À la question de comment est-ce que vous avez fait pour
procéder. C'est-à-dire que si vous allez changer comment est-ce que vous procédez, c'est un peu la même question que le souci de l'écoute. C'est-à-dire, est-ce que je vais écouter les collaborateurs en consultant les salariés à 61% pour les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, 41%, donc la minorité, enfin la minorité, c'est pas la majorité de ceux qui répondent oui, pour les entreprises réfractaires. En fait, on est plus soucieux de ce que pensent les partenaires sociaux dans les entreprises réfractaires que ce que pensent les salariés et que ce que pensent les managers. C'est la troisième question. Vous voyez que la réponse la plus importante, c'est celle du milieu. On peut passer à la slide 10. Merci. Alors, une question qu'on pose chaque année, alors souvent sous une forme un peu différente. En fait, tous les 2 ans, on reprend la même question qu'il y a 2 ans, mais cette année, on a posé une question un petit peu différente sur la digitalisation. Quel est le degré de pénétration de la digitalisation au sein de la fonction RH, puisqu'on est à 2/3 de répondants de la fonction de professionnels RH. Ce qu'on peut constater, donc on pose la question, est-ce que vous utilisez une solution digitale pour un certain nombre de pratiques, comme de communiquer la marque employeur, comme de piloter l'intégration des nouveaux collaborateurs, l'onboarding, comme de gérer les parcours, les carrières, la mobilité, les compétences. Ce qu'on peut constater d'abord, c'est qu'une majorité d'entreprises n'utilisent pas de solution digitale, puisque vous n'avez pas un seul chiffre qui dépasse les 50%. La majorité des entreprises. Ça, c'est confirmé par toutes les études sur la digitalisation, les études avec un échantillon suffisamment représentatif, y compris dans les grandes entreprises. Donc on a quand même une déconnexion au sens premier du terme, c'est-à-dire un manque de pratique et peut-être de culture, pas uniquement un manque d'outils, sur la digitalisation. Pourquoi je force un peu le trait, entre guillemets, parce que les chiffres sont là, mais parce que le fait de pouvoir écouter les collaborateurs, le fait de pouvoir en fait se reconnecter à leur perception dans un monde digital passe aussi par la digitalisation. Je voudrais surtout pas opposer digital et humain. Je pense que le digital peut nous apporter pas mal d'efficacité et d'outils utiles justement à pouvoir écouter et mieux répondre aux aspirations des collaborateurs. Donc ce qu'on constate d'abord, c'est que la majorité des entreprises ne sont pas digitalisées pour les process qui sont ici. Après, l'autre point, c'est qu'on constate que les entreprises pratiquantes, vous avez compris mon propos, elles sont plus digitalisées que les réfractaires, en très grande majorité sur l'ensemble des process, sauf un process qui est de gérer les salariés, c'est celui qui est tout à droite, gérer l'expérience des collaborateurs non salariés, où là, les réfractaires sont beaucoup plus appétents à la digitalisation des salariés non réfractaires. 11e slide et avant-dernière, on a évidemment posé la question de savoir si, suite à la crise, quels seraient les efforts que l'entreprise devrait faire pour améliorer cette expérience collaborateur. Quelles sont les priorités? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les priorités, là, sont les mêmes entre pratiquants et réfractaires. C'est le même podium. Alors, vous voyez qu'on a élargi le podium à 5 places, mais c'est le même podium. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a le même numéro 1, mais vous voyez, le numéro 1, il est bien devant. C'est mieux former les managers à la gestion des équipes à distance. Et plus généralement, quand on rentre, parce que ce baromètre, c'est une enquête quantitative, mais il est consolidé par un certain nombre de questions et de focus group en one-to-one ou en atelier. Le relais de la démarche d'expérience collaborateur en période de crise, c'est le management. En fait, la crise, elle est révélatrice et accélératrice révélatrice d'une certaine forme de culture managériale et pour certains de défaillance managériale. Donc on dit, tiens, les managers, on les a peut-être promus managers, on les a peut-être pas accompagnés dans le rôle de management, pas suffisamment en termes d'accompagnement, de conseil, d'aide, de coaching, de formation, de développement des compétences et peut-être d'outils. Mais ça me vient qu'en second. Allez, 12e slide, juste pour conclure en fait l'ensemble de ces chiffres. Et là, il n'y en a pas de chiffres. Qu'est-ce qu'on constate? Quel serait le troisième enseignement en plus de cette dynamique de croissance de l'expérience collaborateur? C'est qu'il y a une vraie fracture nette entre ce qu'on peut qualifier des anciens et des modernes. Les anciens sont les réfractaires. Je ne pratique pas l'expérience collaborateur et je n'en veux pas la pratiquer. Ils sont rigides et résistants dans le sens péjoratif, évidemment. On a une organisation du travail traditionnelle, au sens du siècle précédent,
on est en 2021, avec un rapport au corps social, un lien avec les collaborateurs qui est plutôt un lien de subordination, même un lien de licéité du lien de subordination, c'est l'aspect est-ce que je suis conforme juridiquement, une démarche très hiérarchique, pour reprendre un terme anglo-saxon, une démarche top-down, j'impose, je n'écoute pas, et je suis peu outillé ou peu digitalisé pour pouvoir éventuellement déployer et accompagner une dynamique de transformation. Et de toute façon, je ne souhaite pas forcément me transformer, je souhaite pérenniser, proroger mon organisation telle qu'elle est aujourd'hui, donc avec une très faible hybridation de l'organisation du travail. À l'inverse, c'est presque à l'opposé. Hein. Vous avez les modernes, les EX players, et dans les EX players, vous avez ceux qui pratiquent depuis plus de 3 ans, qui sont fortement inspirants pour les autres, et qui d'ailleurs ont tendance à motiver ceux qui ne pratiquent pas, mais qui voudraient bien, et puis ceux qui pratiquent depuis, c'est une pratique récente, hein, l'expérience collaborateur, on le voit, on est dans une forme de maturation de la démarche. On a des organisations qui sont agiles, qui sont résilientes, et qui veulent faire du test and learn, qui progressent dans l'hybridation du travail. Je teste le flex office, je teste le flex desk. Donc c'est pas le flex office, c'est le fait de pouvoir avoir des tiers-lieux du coworking chez soi ou au bureau. Le flex desk, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le flex office, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir plusieurs bureaux différents en fonction de la nature du travail que j'ai à fournir au sein de l'organisation. J'essaye évidemment les réunions à distance, le télétravail, j'essaye de mixer tout ça pour voir ce qui est le plus efficace. J'aborde les collaborateurs sous forme de lien social, de lien de coopération, donc de partager une espèce de bien commun. Je suis dans une dynamique d'écoute et d'un souci des perceptions des collaborateurs, et vraiment une démarche collaborative, coopérative, je l'ai dit, et on est plus digitalisé. Voilà les principaux enseignements de ce baromètre. Mais encore une fois, il regorge de détails. Et donc maintenant, je vais passer, si on peut passer sur la slide suivante, même si je suis à 12 sur 12, voilà, au retour d'expérience, à vos retours d'expérience, n'hésitez pas à vos questions et à un certain nombre de réponses. Et donc, je vais prendre les premières questions. Claire pose la question suivante. Bonjour, à part la taille de la société, est-ce que la démarche expérience collaborateur est prise en compte, tous secteurs confondus? Oui, tout à fait. Alors, je tiens juste à préciser que dans notre baromètre, on fait un tri par taille d'entreprise. Donc, toutes les questions sont ventilées par taille d'entreprise. Toutes les questions sont ventilées par secteur d'activité. Toutes les questions sont ventilées par type de répondant. Vous avez vu qu'il y a prestataire, fonction RH et autres. On peut également trier certaines questions par des réponses à d'autres questions. Par exemple, est-ce que vous pratiquez l'expérience collaborateur ou pas? Quand le baromètre ne présente pas la réponse, c'est qu'en fait, c'est pas très flagrant qu'il y ait des différences sectorielles. Tout à l'heure, j'évoquais une approche par taille d'entreprise, le fait qu'il y ait une dynamique, j'ai appelé ça le mimétisme entrepreneurial des grandes entreprises vers les plus petites. Ça se voit, c'est notable. Mais sur les autres réponses, c'est pas si flagrant du tout. L'effet de taille est peu présent, l'effet de secteur est peu présent. Par exemple, il y a une forme de polarisation parfois. Vous pouvez avoir des entreprises qui sont early adopteurs de l'expérience collaborateur dans le secteur tertiaire. On va dire, c'est normal. Oui, sauf que vous avez aussi de l'industrie. Il y a l'inverse, les réfractaires sont aussi surreprésentés dans le secteur tertiaire. Donc, c'est pas aussi tranché et manichéen que ça. Tous les tricks qu'on a pu faire, on a essayé vraiment de mettre en exergue dans le support en tant que tel les principaux résultats, ceux qui nous semblaient les plus significatifs. Voilà Claire, j'espère que cette réponse vous convient. Eric pose la question suivante. Y a-t-il des exemples d'expériences collaborateurs / candidats différenciés au sein d'une même entreprise en fonction des profils? Y a-t-il des expériences? Alors, en fait, je ne sais pas de quel profil vous voulez parler, Eric. Ce qui est certain, c'est que l'expérience collaborateur, elle est très différente d'un individu à l'autre. C'est une démarche, en tout cas, c'est une perception, c'est un vécu, par définition, il est personnel. Et donc, vous pouvez très bien avoir des candidats qui ont une très bonne expérience collaborateur. Et alors, en fait, je voudrais juste préciser deux choses. Vous pouvez avoir deux candidats pour le même process qui perçoivent les choses différemment.
Il y en a un qui va être plus sensible à un mail et l'autre à un SMS, très schématique. Donc, deux personnes qui suivent le même parcours peuvent avoir des perceptions différentes. Je ne sais pas si c'est votre question. Et après, vous pouvez avoir dans l'étape, dans l'ensemble du parcours collaborateur, c'est vrai que je n'ai pas défini l'expérience collaborateur, mais puisqu'en fait, on est sur une journée dédiée au sujet, mais dans l'ensemble du parcours du collaborateur, dans ces moments forts de son parcours, hein, de son recrutement, à son intégration, à sa rémunération, à sa mobilité, à ses formations, à son départ, pour être très schématique, il peut vivre des choses différemment. Et ça, parce que l'entreprise n'y a pas forcément y accordé le même intérêt. Pas parce que lui le ressent différemment, parce que il est plus chagriné d'avoir une moindre augmentation que d'avoir été correctement onboardé. C'est très compliqué en cela, l'expérience collaborateur. C'est une approche systémique, globale, transversale. On est souvent focalisé, vous avez des questions là-dessus dans le baromètre, on est souvent focalisé sur des activités RH ponctuelles, le recrutement et l'onboarding. L'onboarding est souvent la première activité sur laquelle on se focalise majoritairement en termes d'expérience collaborateur, or que ça n'arrive qu'une fois, l'onboarding, et le recrutement aussi, normalement. Et en tout cas, l'onboarding, vous n'allez pas être onboardé 2 fois. Vous pouvez être recruté 2 fois, mais pas onboardé 2 fois a priori. Des expériences comme la rémunération, la formation, la mobilité, l'évaluation sont des activités de talent management qui arrivent de façon récurrente, sur lequel on met moins le focus pour l'instant sur l'expérience collaborateur. Enfin, l'expérience collaborateur a un degré de pénétration moins fort sur ces sujets-là. Et pourtant, il faut évidemment aborder le sujet dans sa globalité, essayer d'avoir une seule et même histoire à raconter du candidat, et même avant qu'il soit candidat, de l'internaute qui visite votre site carrière, il perçoit quelque chose de l'expérience qu'il pourrait éventuellement avoir, jusqu'au salarié qui est parti, et de ce qu'il perçoit encore en tant que collaborateur. Il faut essayer d'avoir la même démarche, en tout cas la même homogénéité, le même intérêt à proposer. Mais il y a évidemment des différences de perception, et il peut y avoir différents profils. Je ne sais pas, Eric, si j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je puisse approfondir la réponse. Et puis, tout à chacun, n'hésitez pas non plus à répondre aussi à Eric et à faire part de votre propre commentaire. Alors, j'ai juste une petite boîte de chat là. Hop, j'essaie de supprimer les favoris. J'espère que ça marche. Voilà, très bien. La crise, a-t-elle eu un impact sur votre définition de l'expérience collaborateur? Alors, pour ma part, non. Elle est révélatrice et accélératrice de son intérêt, révélatrice aussi des différences de pratiques en la matière, révélatrice de celles qui avaient investi le sujet bien avant les autres. Et donc ça, on voit tout de suite que celles qui ont creusé le sillon et qui sont un petit peu en avance de phase, elles ont un retour sur investissement. Elles n'ont pas de problématique, par exemple, de déployer le télétravail ou les réunions à distance. Mais pour ma part, je n'ai pas changé la définition de l'expérience collaborateur. Le télétravail existait avant. On est sur un passage, en fait. La crise, on espère tous qu'on reviendra dans une situation, non pas la situation d'avant, mais dans une situation, on va dire, normalisée. Donc, pour moi, la définition de l'expérience collaborateur reste l'ensemble des perceptions de ce que vit un collaborateur dans son parcours professionnel. J'évoquais dans les moments forts de son parcours professionnel, du recrutement jusqu'au départ, jusque dans les moments les plus prosaïques de son quotidien. N'oublions pas cet aspect qui est évidemment extrêmement important. Est-ce que quand j'arrive au bureau le matin, on commence par une demi-heure de blagounette au café en mangeant des chouquettes, ou est-ce que chacun s'enferme de son bureau ou devant son écran et ne parle pas à son collègue? Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce que c'est casual ou pas? Est-ce qu'il y a une épaisseur de moquette épaisse? Ou est-ce que le café est offert ou pas? Bref, tous les petits moments qui font les moments de vie. L'expérience collaborateur, c'est évidemment ça, c'est de la perception, c'est des récits, c'est presque c'est du sentiment. Et donc en cela, pour moi, la crise dans laquelle on vit n'a pas changé la définition de ce concept-là, mais c'est pas une définition académique que je vous propose là. Il y a certainement d'autres experts qui pourraient y apporter une réponse différente. Encore une fois, n'hésitez pas à challenger mes propos. Vous pouvez expliquer la question du slide 5, car je ne comprends pas ce que sont ces pourcentages. Alors, merci, voilà, je n'ai rien à dire, je ne fais rien. Et le slide 5, on va voir.
Je ne sais plus. Est-ce que c'est celui-là, le SAC 5? Voilà, donc vous avez 72%, je vais essayer de l'expliquer si c'est celui-là. Si on prend le graphe de gauche sur le télétravail, 72% des entreprises, des pratiquants de l'expérience collaborateur depuis plus de 3 ans, avaient mis en place, avant la crise, du télétravail. 51% des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, 43% j'ai du mal à lire, de ceux qui souhaitent mettre en place l'expérience collaborateur, et uniquement 26%. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de le lire à l'inverse. 28% des entreprises qui sont un peu en avance de phase n'avaient pas mis en place le télétravail. Et vous prenez les réfractaires, c'est donc 64% qui si je calcule bien, non, 74%, pardon, qui n'avaient pas mis en place le télétravail. C'est comme ça qu'il faut lire ce slide. Je ne sais pas, Florence, si j'ai bien répondu à votre question. Il y a d'autres questions dans le baromètre et surtout, il y a une analyse plus développée. N'hésitez pas à dire dans la boîte de chat si ça répond à votre attente. Vanessa pose la question suivante. Est-ce que vous avez les secteurs d'activité, correspondant à chaque population? Oui, bien sûr. Ça y est pas, donc je pense que là, ça sert à rien d'aller chercher, à mon avis, en régie. Mais oui, bien sûr, dans le baromètre. Alors, je les connais pas de tête. Ce que je peux vous dire, c'est que Parlons RH, cette enquête, en revanche, est sous-représentée sur la partie secteur public. Donc ça, c'est clair, hein, c'est affiché dans le baromètre, hein, sous-représenté. Et on a une pondération. On est un peu surreprésenté dans l'activité tertiaire. Donc, on est un petit peu moins présent dans l'industrie. Mais sinon, sur chacune des réponses, on a bien regardé s'il y avait une surpondération qui était liée à un secteur plutôt qu'un autre. Donc oui, on a bien les réponses. Mais encore une fois, là-dessus, c'est pas probant. C'est assez surprenant. D'ailleurs, il y a des questions auxquelles vous le savez, hein, comme dans toute étude, on s'attend un petit peu à une réponse de dire tiens, l'industrie va être moins bonne sur l'expérience collaborateur. Non, c'est pas le cas. On se dit aussi, tiens, la PME, elle va être moins digitalisée. Ben non, c'est pas forcément le cas non plus. Donc, c'est pas tranché sur ces aspects-là. Et en tout cas, dans le baromètre, vous avez les réponses à ces différentes questions. Je continue les réponses. Le flex office est-il une maturité de pratique RH quand on sait que la mise en place est fondée sur des critères financiers et immobiliers et pas du tout RH? Vous avez parfaitement raison, Christelle. Vous avez parfaitement raison. C'est difficile de rentrer dans la subtilité de ce propos dans un baromètre. Forcément, on pose des questions qui doivent être le plus claires possible dans le langage courant. Et vous avez entièrement raison sur ce propos-là. Même si dans certains cas, il y a des collaborateurs, et dans certaines conditions, il y a des collaborateurs qui souhaitent aussi du flex office. Donc, en fait, encore une fois, vous avez raison, mais je pourrais vous renvoyer la question en dire, est-ce que vous êtes sûr, pour être un peu taquin, est-ce que vous êtes sûr que la mise en place est toujours fondée sur des critères financiers et immobiliers et jamais RH? Donc, je pense que c'est un mix, mais vous avez parfaitement raison. En fait, tout pourrait être challengé. Je vous prends un autre exemple, je me permets. Le télétravail, tel qu'on pose la question, le télétravail pendant le confinement, c'est du télétravail? C'est pas du télétravail. C'est du travail confiné et parfois avec du télécontrôle. Donc, c'est du travail à la maison subi. C'est pas du travail. Je vous rappelle qu'en septembre, quand on revenait dans une forme de situation qu'on espérait normale, le taux de télétravail s'est retrouvé inférieur à celui d'avant la crise. Autrement dit, on a une capacité à revenir à la situation présente extrêmement rapide. Autrement dit, le télétravail, il n'a pas forcément, essaimé. Hein. C'était en septembre, on verra par la suite. Donc même la question sur le télétravail, elle peut être challengée. Oui, il faut regarder, parfois il faut faire preuve de discernement, je vous rejoins tout à fait, et d'une prise de recul, mais il n'empêche que les tendances sont là. La corrélation avec un certain degré de maturité de pratique RH est liée à l'expérience collaborateur. Il me reste 5 petites minutes, donc je vais aller un petit peu plus vite sur les réponses. Quels sont les outils que vous intégrez dans les pratiques d'expérience collaborateur? Alors, tout ce qui permet, par exemple, d'écouter les collaborateurs,
les outils qui permettent d'écouter les collaborateurs, leurs attentes, leurs irritants, leurs frustrations, leurs besoins, ne sont pas opposés au fait de les écouter de façon informelle ou de façon formelle. Hein. Donc, toutes les dynamiques de marketing RH, et le marketing RH, ce n'est pas sale, ce n'est pas de la manipulation et des paillettes. Le marketing, c'est écouter des besoins pour essayer d'y répondre le mieux possible dans un cadre contraint. Celui de la réglementation, d'abord, et celui du projet d'entreprise, ensuite. Bien sûr, il faut faire preuve d'égalité de traitement devant le droit, mais aussi d'équité au regard des attentes. Un jeune collaborateur qui vient d'arriver, il n'a pas les mêmes attentes que celui qui est là depuis 10 ans. Et donc, c'est aussi le fait d'écouter l'ensemble de ce corps social en créant des populations homogènes, d'attentes homogènes pour mieux y répondre. Donc, les outils, il y a des outils digitaux, il y a tous les outils et les techniques marketing me semblent être intéressantes, comme les focus group, les ateliers, les séances de brainstorming. Toute cette dynamique-là, elle me semble particulièrement intéressante, sous réserve de faire un feedback auprès des collaborateurs, de suivre avec eux et pour eux ce qu'on peut identifier comme piste d'amélioration. Trop souvent, il y a des enquêtes annuelles qui existent depuis toujours au sein de la fonction RH. Une tous les ans, on fait une enquête de climat social. Le feedback est souvent très léger, le plan d'action aussi, et en fait, chaque année, on essaie de retrouver une forme d'engagement des collaborateurs à répondre à l'enquête. Je pense qu'il faut retrouver une forme de dynamique d'échange fortement avec les collaborateurs. Allez, il me reste 4 minutes, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Que veut-on dire? Que veut dire pratique de l'expérience collaborateur? De quelles pratiques parlons-nous? Toutes les pratiques qui concourent à améliorer l'expérience du collaborateur. Alors, tout ça est défini dans le baromètre de façon précise. Florence, voilà, c'est bien défini. Et en fait, quand vous prenez l'ensemble des enquêtes barométriques que nous avons menées, en fait, on a posé ces questions-là pour s'assurer que tout le monde avait la même appréhension et la même définition du sujet. Et quand on a confirmé 2 années de suite, en 2018 et en 2019, que tout le monde partageait la même notion du concept, on n'est pas à chaque fois rentré dans le détail de la définition de l'expérience collaborateur. C'est vrai qu'on part d'un principe un peu que c'est un présupposé. On donne la définition dans le questionnaire, mais on ne rentre pas dans le détail. Vous avez parfaitement raison. Il me reste 2 minutes. Allez, quelques exemples à citer d'outils ou de procédures dédiées pour évaluer les perceptions des collaborateurs. Je crois que j'en ai cité quelques enquêtes, mais vous avez pas mal d'outils d'enquête. Attention, un outil ne fait pas le process et ne fait pas la culture. C'est comme l'onboarding. En fait, si vous pouvez mettre un outil pour onboarder un collaborateur, mais si vous n'avez pas la culture de l'accueil, ça ne sert à rien. Et si vous n'avez pas le process pour accueillir. Donc, il faut bien, le triptyque du succès, c'est l'acculturation de toutes les équipes qui concourent à une des pratiques RH liées à l'expérience collaborateur, le fait d'organiser la pratique, le process, les étapes par lesquelles passer, et bien sûr l'outil qui peut être structurant. Ouais, j'avais pas vu, il y a plein d'autres questions. Il me reste 2 minutes. Allez, pardon, Marie-Pierre, certaines entreprises, une seule me fait ton signe, certaines entreprises réalisent peut-être des actions associées à l'expérience collaborateur sans l'appeler ainsi. Tout à fait, c'est exact. Mais en même temps, je crois que c'est 95% des DRH que nous avons interrogés donnent bien la définition, donnent une définition tout à fait, je dirais pas correcte, mais parce qu'il n'y a pas de définition correcte. Chacun il donne la définition qu'il veut. L'expérience collaborateur, hein, c'est comme M. Jourdain, hein, on en fait tous, sans le savoir. Tous les matins, on se dit pas tiens, je vais améliorer mon expérience collaborateur en tant que DRH. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu diffus. Je voudrais juste passer sur le slide suivant parce que ça me semble particulièrement important. Je m'excuse pour les questions que je n'ai pas pu prendre, il en restait 4-5 là, je suis vraiment désolé. Ça me semble important, ce baromètre, il n'est pas fait par Parlons RH, entité comme ça, il y a des personnes derrière. Et je voudrais d'abord remercier Séverine Loureiro et Bruno Méronin qui ont Benoît Méronin. Alors je vois que c'est Bruno ici, et ça me perturbe, mais en fait c'est Benoît Méronin, me semble-t-il, pour leur témoignage dans le baromètre, 2 experts qui nous ont fait leur retour d'expérience sur les résultats principaux du baromètre, et donc ça illustre toutes les 2 pages le baromètre. Merci infiniment à tous les 2. Merci beaucoup à la team Parlons RH, et la team Parlons RH, ce sont des personnes, là vous en avez 5, vous avez Ferrat, Delphine,
Thomas, Lydie et Bertrand. Bertrand était l'analyste en chef et rédacteur de ce baromètre. Merci à lui. Ferrat a été le grand organisateur de l'ensemble du baromètre et c'est particulièrement compliqué en termes dynamiques. Et j'en profite, parce que l'occasion m'est donnée, je voudrais remercier également Sandrine qui n'a pas forcément touché au baromètre, mais en fait qui a organisé ce 24 heures RH aujourd'hui avec vous et pour vous. Donc merci beaucoup à elle. Désolé pour les questions que je n'ai pas pu prendre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à échanger. Je vous rappelle juste le prochain webinaire qui concerne l'expérience candidat, la quête du Graal, 4 chemins à emprunter avec Julie Atlan d'eSims, de Easy Recruit eSims, avec en témoignage Tatiana Mercatante, qui est responsable RH candidat. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de votre écoute et surtout, n'hésitez pas à suivre ce webinaire, particulièrement cette conférence suivante, particulièrement intéressante sur l'expérience candidat. Merci à tous.